Donc bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce conseil municipal. Il ne marche pas? Ah, toujours pas. Non. Celui-là, est-ce qu'il marche? Non plus. Ah, c'est pour ça. Donc bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce conseil municipal. Le premier conseil municipal de 2022. Je vous prierai d'excuser Monsieur le maire qui, comme nombre de nos concitoyens, est positif au Covid et qui n'a donc pu être présent ce soir. Il s'en excuse. Je souhaite en premier lieu et de sa part vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Meilleurs vœux surtout dans les circonstances actuelles de bonne santé pour vous et vos proches et que cette année soit plus sereine que les 2 années qui viennent de s'écouler. Nous l'espérons tous et nous le souhaitons tous. Je vais procéder à l'appel des membres du conseil municipal. Donc Raphaël Bernardin, procuration à Monsieur Bernard Capu. Anan Malem, procuration à Madame Laurence Sénégas. Laurence Saadi, procuration à Madame Laurence Sénégas. Nathalie Marchand, donc je suis présente. Maxime Coupé, procuration à Monsieur Feligetti. Laurence Blanc. Stéphane Bergonnier. Bernadette Marc. André Ginoux, procuration à Madame Nathalie Marchand. Alain Ourliac, procuration à Monsieur Bernard Capu. Christian Jouve, procuration à Madame Nadia Ouldamer. Bernard Capu, Marie-Claude Drabec. Jean-Philippe Feligetti. Présent. Jean-Pierre Cabaret. Laurence Sénégas. Nicolas Belli, procuration à Madame Laurence Blanc. Benoît Albagnac. Emmanuel Carbone, procuration à Madame Laurence Blanc. Cédric Paluel, procuration à Madame Nathalie Marchand. Marion Caballero. Bekta Bouzid, procuration à Madame Marie-Claude Drabec. Nadia Ouldamer. Isabelle Monteau, donc qui est retardée mais qui va arriver. Malika Mazouz. Sylvain Plugnan. Julien Lassalle, procuration à Monsieur Sylvain Plugnan. Sébastien Brosse, absent. Valérie Beau. La secrétaire de séance sera Madame Marion Caballero. Le prochain conseil municipal se déroulera le mardi 22 février à 18h30. Donc je vous propose de démarrer l'ordre du jour par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2021. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, approbation à l'unanimité du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2021. Je vous remercie. Nous passons au premier point à l'ordre du jour, admission en non-valeur. Point présenté par Madame Laurence Sénégas. Je vous remercie. La commune, malgré les différentes procédures mises en œuvre par le comptable public, n'a pu se faire payer le solde dû de prestations de cantine scolaire et d'animation périscolaire ou de divers produits répartis sur l'exercice comptable 2021 d'un montant inférieur au seuil réglementaire des poursuites, à savoir 30 €, ou ayant fait l'objet de procédures de poursuite infructueuses représentant un montant total de 3,86 €. Pour l'ensemble de ces titres, les procédures habituelles de poursuite à l'amiable ont été diligentées sans succès.
Suite à la transmission par le Trésor public de la liste numéro 49, 79, 75, 11, 12 et la demande d'admission en non-valeur de l'ensemble des titres concernés, la commune souhaite donner une suite favorable à cette demande. Il est précisé qu'une demande d'admission en non-valeur ne constitue pas un effacement de dette et que même après validation par le conseil municipal, les règlements éventuels seront pris en charge par le Trésor public. Une décision d'admission en non-valeur de ces titres doit être prononcée par l'Assemblée délibérante. Les crédits correspondants sont prévus au budget 2022 de la commune, compte 6541, créances admises en non-valeur. L'Assemblée est invitée à approuver l'admission en non-valeur numéro 49, 79, 75, 11 pour un montant total de 3,86 € relatif à l'exercice comptable 2021. Autorisez Monsieur le maire à signer la demande d'admission en non-valeur pour un montant total de 3,86 €. Inscrire le crédit nécessaire au budget principal de la commune aux articles et chapitres prévus à cet effet. Également, il est mentionné que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité, je vous remercie. Point 2. Autorisation de programme crédit de paiement, travaux de dimensionnement du réseau d'eau potable et de réfection de voirie, route de Lavore, modification. Point présenté par Monsieur Bernard Capu. Merci Madame Marchand. Donc c'est une autorisation de programme de crédit de paiement de travaux de dimensionnement de réseau d'eau potable et de réfection de la voirie, route de Lavore. Par délibération en mars 2021, l'Assemblée a procédé à l'ouverture d'une autorisation de programme de crédit de paiement APCP numéro 2021-1 selon les notifications suivantes. Donc vous avez un tableau. Donc en 2021, voilà, il était pour 850 000 €. Et donc 80 000 en 2021, en paiement en 2022, 370 000 et en 2023, 400 000. Compte tenu du retard des travaux... Pardon Bernard, 18h44, arrivée de Madame Manteau. Bonsoir. Je t'en prie. Donc, compte tenu du retard des travaux dans les réalisations des différentes études de ce projet, afin de prendre en compte les travaux complémentaires et ceux prévus initialement, il convient de notifier cette APCP comme suite. Les travaux sont à 1 200 000 pour programmer. En 2021, 10 279,20. En 2022, 370 000. En 2023, 400 000. Et en 2024, 419 721,80. Vous avez des questions sur vous. Allez-y. Oui, Sylvain Plugnan pour Saint-Sulpice, Activité Citoyenne. Alors oui, la grosse question quand même, c'est que c'est une augmentation qui est proche de 40%. En commission, j'avais posé la question de savoir pour quelles raisons. Alors ça a été très compliqué en commission d'avoir des informations. Sur le compte-rendu, il y a eu des informations. Là où, en commission, il m'avait été dit que la mesure du nombre de camions a été faite pendant le confinement et que potentiellement, il y avait beaucoup plus de camions de prévus, donc il fallait avoir une couche un peu plus importante d'enrobés. Enfin voilà, techniquement, je ne connais pas trop cette histoire des routes. Mais là où je ne comprends pas bien quand même, c'est qu'on a une augmentation qui est quand même très sévère. 40% d'un coup, c'est un an de plus à 400 000 €. Donc on autorise une première fois et en fait on voit que le budget dérive de 40%. Si ça fait ça pour chaque programme, ça va pas du tout. Donc voilà. À l'époque aussi, on avait posé la question donc en mars 2021 concernant les pistes cyclables.
Visiblement, on en tient compte avec ce budget d'1 200 000 €. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vous avait alerté à plusieurs reprises sur cette histoire de piste cyclable. Visiblement, c'est intégré et ça fait partie de cette augmentation de 40%. Donc on peut très difficilement comme ça autoriser, continuer avec des augmentations de ce style-là, de 40% d'augmentation, quoi. Alors, je vais vous donner quelques explications. Déjà, une première tranche de travaux seront sur l'adduction d'eau. Un grossissement de la conduite qui part du rond-point d'Angarigue au chemin du camping. À l'initial, la première étude, on devait faire 1 km 100. Aujourd'hui, on va un peu plus loin. On s'arrêtait avec la première rond-point d'Angarigue, entrée du lotissement qu'il y a. Aujourd'hui, on va un peu plus loin parce qu'on va couvrir la défense incendie du lotissement qui a des tilleuls, le restaurant qu'il y a et toute la partie là. Et une partie du chemin de camping avec les bâtisses qu'il y a eu. Donc, on passe à 1 km 300. Il y a eu aussi des fortes augmentations, parce que là, on est encore en passe étude. Il y a eu des fortes augmentations sur cette tranche de travaux, l'adduction d'eau, qui couvre la défense incendie. J'insiste dessus. Il va y avoir la nouvelle gendarmerie. Il y a le lotissement. Aujourd'hui, ne sont pas couverts. C'est ce qu'on appelle une zone d'ombre ou une zone noire. Donc, ces travaux, voilà, c'est une partie de cette hausse que vous parlez, et surtout une partie absorbée par ces travaux. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a eu, parce que sur la nouvelle étude qu'on a eue du bureau, une forte hausse sur la fonte, parce que c'est une conduite en 150 fontes. Et il y a aussi, comme vous savez tous, les entreprises ont revu certainement les prix par la forte augmentation du carburant. Voilà. Donc tout ça ajouté, plus les premiers choix qu'on n'avait pas pris en compte, notamment les pistes, les aménagements de trottoirs, voire aussi l'enfouissement d'une fibre qui amènera de gaine pour amener la vidéosurveillance du rond-point d'Angarigue à la nouvelle gendarmerie, voilà, pour les relier. Tout ça ajouté, c'est-à-dire que c'est un projet aussi, c'est un projet qui a évolué. C'est sûr, vous allez me dire 40%, c'est peut-être pas rien. D'accord, mais comme projet, une partie liée à des augmentations, une partie à couvrir une zone plus importante en défense incendie, et tant qu'on y est, pourquoi pas améliorer. Voilà. Malika Mazouz, Saint-Sulpice Activité Citoyenne. Ce que vous évoquez de hausse des coûts du carburant et des matériaux, c'est ce qui est provisionné dans des provisions pour risque dans ce type d'opération. Donc ça, on peut bien l'entendre. Oui. Par contre, les projets que vous évoquez étaient déjà des coûts partis au moment de la réalisation de la première évaluation. Donc c'est ça qui est un peu plus difficile à entendre. C'est que cette hausse de 40% qui représente quand même 350 000 €, on ne peut pas entièrement l'imputer à ces hausses de carburant, ces hausses de coûts des matériaux qui sont par ailleurs pris dans des coûts de provision pour risque. En général, 10% du montant du projet. Donc c'est un petit peu ça qui est discuté, parce qu'une AP qui passe d'un montant de 850 000 à 1 200 000 et qui fait qu'on étend la durée des crédits de paiement jusqu'en 2024, ça pose question sur la gestion de ce projet. Et je pense que c'est une interrogation légitime qu'on porte aujourd'hui à votre connaissance. Je pense que Madame Mazouz, tout n'a pas été entendu dans les explications de Monsieur Bernard Capu. Effectivement, vous avez raison, c'est une hausse de 40%. Par contre, sur le premier projet de 850 000 €, il n'était prévu que les travaux de réfection de réseau d'eau potable et la réfection de la couche de roulement. Le projet a été redimensionné, déjà en termes de kilométrage, mais également en termes de structure de chaussée. Parce qu'un nouveau comptage de circulation va être effectué en ce début d'année pour mieux caler au réel et à l'existant à l'heure actuelle. Le comptage qui était pris en compte, c'était celui de la circulation de 2009. Vous conviendrez que ça date un tout petit peu, donc il faut redimensionner. La circulation des bus, transports en commun et des poids lourds sur la route de Lavore nécessite de revoir la structure de la couche de roulement. C'est ce qui fait également augmenter le prix, d'autant plus qu'il y a aussi l'accessibilité des passages piétons, les déplacements doux qui sont mis en œuvre, l'enfouissement des réseaux qui se rajoute au premier projet et le four aux fibres, comme l'a expliqué M. Capu, qui se rajoute au premier projet, et l'augmentation de kilométrage. Tout ça cumulé induit cette augmentation de coût de 40%. Quitte à refaire la route de Lavore,
autant le faire du mieux possible et le plus long possible pour que le chemin du camping soit également inclus en partie dans ce projet. Ouais. J'avais bien compris l'intervention de monsieur. Je dirais les normes d'aménagement et notamment de mise en accessibilité et la prise en compte dans tout aménagement routier des liaisons cyclables, qui est une obligation réglementaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça datait déjà de la première évaluation du projet. Ensuite, que les données de trafic aient été sous-estimées parce que vous êtes parti sur une base 2009, bon, c'était évident que ça allait être beaucoup plus, donc on a un surcoût de l'enrobé, je le comprends bien, mais les autres arguments que vous avancez, notamment la mise en accessibilité et les voies cyclables à prendre en compte dans le projet, ce qui n'est pas surdimensionnant, hein. C'est pas dans un aménagement de voirie ce qui va coûter plus cher. Ça, par contre, c'est dommageable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette réglementation, elle existait. Elle aurait dû être prise en considération dès le premier projet. Donc c'est un peu cette vision-là qui est remise en question. Et les projets d'aménagement que vous évoquez, qui induisent un linéaire plus long, ils ne sont pas sortis entre la première évaluation et celle-ci. Si, madame. Tous intégralement. Je vais vous expliquer. Au départ, la défense incendie de ce lotissement était avec une réserve, une bâche qu'on appelle. Une bâche, une réserve d'eau, une bâche, un trou. Et aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc on y mène deux bornes. On amène une qui est dans le lotissement et une chemin de camping. Donc je voyais que ça a évolué. Déjà, rien qu'avec sur la défense incendie, tout simple, quelque chose que je suis, la défense incendie, elle a évolué. Et quand on s'est aperçu aussi qu'on avait une zone qui n'était pas couverte, même jusqu'à Enfargou, hein, l'hôtel, là, donc eux, ils ont une défense incendie qui se fait avec la piscine, mais bon, ici, on pourra couvrir les 400 mètres. Enfin, excusez-nous de revenir là-dessus, mais on parle de quelque chose qui a été décidé en mars 2021, il n'y a pas un an. Que ça évolue autant Enfin voilà, les projets de lotissement, vous les connaissiez. Les projets d'aménagement là je crois qu'il y a une OAP, il me semble, oui, avec un lycée. Enfin, je veux dire que l'augmentation du trafic, d'un coup, vous dites ah bah oui, mais peut-être que c'est pas le bon. Enfin, ça paraît un peu. Moi, je trouve que ça paraît un peu léger, quoi. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est que c'est quand même une augmentation de 40% en moins d'un an sur quelque chose qui aurait dû être déjà dimensionné pour permettre ce que vous dites là. Enfin, moi, je comprends pas bien en fait cette augmentation, qu'elle soit aussi. Alors, pour la vidéo, mettre 2 fibres deux gaines, pardon, pour la vidéoprotection. Enfin, vous étiez au courant quand même que vous aviez de la vidéoprotection à Saint-Sulpice. Ouais. Donc, je ne comprends pas un petit peu ce manque d'anticipation de choses qui paraissent quand même évidentes. Quoi. Et qu'en 2021, ce ne soit pas prévu et que d'un coup on se dit, mince, il manque ça, là, et on prend 40%. Enfin, si les projets sont gérés comme ça à chaque fois, comme ça a été par exemple pour le tennis, c'est normal qu'au bout du compte, en fait, on se retrouve avec une augmentation de 30% des prélèvements obligatoires à Saint-Sulpice. Excusez-moi, Jean-Philippe Figetti, pour la majorité. Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame parce que si on voudrait rentrer, je dirais, dans l'explication du tennis, c'est une malfaçon. Et vous savez que sur un total à peu près je crois que c'est 1,2 million ou 1,5 million, il y a quasiment plus de 85% ou 90% qui est couvert par des subventions. Donc je pense qu'il faut le sortir de ce contexte. Par contre, moi je crois que j'ai pas d'argument à lutter, je dirais, sur votre intervention en disant que finalement le projet initial, c'est pas celui qu'on va réaliser maintenant. La bonne question peut-être à se poser, une fois que vous avez manifesté, je dirais, ce point, c'est de savoir si le redimensionnement financier de ce projet, avec les ajouts, est opportun et la bonne cible. Hein. Est-ce que c'est la bonne cible? Ou est-ce qu'il fallait plus particulièrement faire le projet initial, d'accord, comme ça il n'y aurait pas de discussion sur les 40%, et puis après refaire, je dirais, un projet ultérieurement pour pouvoir encore, j'allais dire, constater, comme on constate dans d'autres endroits, le fait qu'on fait des trous sur des choses qui ont été... L'intervention importante, c'est de se dire, on a... dont acte. Par contre, maintenant, est-ce que c'est le vrai bon périmètre? Si c'est le bon périmètre, est-ce que le coût lié à ce projet est le bon coût? Et simplement, voilà, c'est ça qui est important. Après, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, quand il y a un projet, pour être du projet, je dirais, il n'y a jamais une situation qui est fixe par rapport on va dire, aux définitions des travaux. Il y a une évolution. Celle-là, les majeures 40%, la division est très vite faite. Moi, je vous l'accorde.
Moi, je vous l'accorde. En revanche, c'est de savoir si le projet qu'on mène maintenant, il est pertinent de le faire dans sa complétude. Par rapport aux explications qu'ont mes collègues sur les quelques changements importants, notamment sur la valorisation, je dirais, des travaux, etc. C'est ça. Après, le fait de constater qu'il y a 40%, personne ne va vous dire que c'est faux et que c'est pas juste, parce que c'est une arithmétique qui est effectuée. Mais par contre, la question à se poser, c'est est-ce que c'est le bon projet qu'il faut faire ou est-ce qu'il fallait, je dirais, construire pour redétruire après et ça aurait coûté plus cher. Je crois que c'est la question, je dirais, principale. La question principale, à mon sens, c'est est-ce que l'AP que vous nous demandez de voter aujourd'hui, elle se base sur une évaluation pro, c'est-à-dire avant réalisation, et qu'on est certain, cette fois, des coûts que vous annoncez et qu'on ne va pas se reprendre à l'étage à la fusée dans quelques mois. Oui, quand vous dites se reprendre collectivement, collectivement, est-ce que la commune ne va pas se reprendre collectivement parce qu'on est partie prenante ensemble puisqu'on est des citoyens de Saint-Sulpice? C'est la bonne question. Le sujet, c'est ce qu'effectivement... Quelles sont les garanties qu'on a? C'est ça que vous posez comme question, madame. La question que je pose, c'est est-ce que les évaluations qui sont faites maintenant sont à un niveau pro qui permettent de s'engager dans nos réalisations à ce montant-là? Je préfère ce débat-là. Merci. Oui, mais ils sont liés, ils sont intimement liés. Voilà, parce que quand on vote une AP sur un budget approximatif, comme ça a été le cas la fois précédente, eh ben on se retrouve à revoter une seconde fois sur un projet que là, on espère évaluer définitivement, correctement, à un niveau pro avant travaux. On espère que les experts seront à la hauteur. Voilà. Madame Mazouz, je vais vous répondre rapidement. L'enveloppe est à ce jour celle-ci. Maintenant, vous savez qu'en cas de travaux, il n'y a aucune certitude sur la finalité budgétaire. Ça peut fluctuer toujours. Et lorsque les marchés seront lancés et qu'il y aura des réponses aux marchés lancés, là, on pourra préciser le coût global de l'opération, en espérant, bien évidemment, rester dans cette autorisation de programme qui doit être votée ce jour. Je ne peux pas vous laisser dire ça, en fait. Quand on lance un marché, on a fait une évaluation d'un niveau pro avant travaux. Donc, quand on a fait une évaluation d'un niveau pro, on a eu les métriques qui nous permettent quand même de nous inscrire dans une enveloppe plus ou moins équivalente à 1 200 000, mais pas derrière avec une hausse à 30%. Alors, donc, vous venez de dire plus ou moins équivalente. On est bien d'accord là-dessus. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on n'a qu'un bureau d'études. On a un bureau d'études. Vous êtes d'accord? Avant de lancer un marché, on a un bureau d'études qui nous fait une estimation. On est à ce niveau. On va lancer les marchés. Même pour l'adduction d'eau, même pour la réfection de la voirie, il est possible qu'on soit en dessous de l'estimation du bureau d'études. Il est possible aussi qu'on soit au-dessus. Et quand vous me dites, je ne le comprends pas, je suis ça. On n'est pas chez un particulier quand il fait faire une maison, qui fait faire un devis, 2 devis, 3 devis. Là, on est avec un... comment? Vous dites non? Aujourd'hui, il fallait lancer les marchés avant? Non, du tout. Non. Ce que je vous dis, c'est que là, je ne vous parle pas d'une gestion de devis de particulier. Je vous parle de projets de collectivités où effectivement, on a des études préalables, des études d'avant-projet, des APO et des phases pro-réa. Donc là, on est vraiment dans une gestion de projet à l'échelle d'une collectivité. Je ne parle pas d'autre chose. La question, c'est est-ce que le budget que vous nous proposez ici en autorisation de programme correspond à une phase pro-réa ou est-ce que c'est à venir dans le marché que vous allez passer, où vous avez englobé le pro et la réalisation des travaux? C'est le sujet. Enfin, qu'on soit clair, pardon, excusez-moi, juste qu'on soit clair. Monsieur Plugnan, pensez à vous présenter, pardon. Excusez-moi, oui, Sylvain Plugnan, Saint-Sulpice, activiste citoyenne. Enfin, qu'on soit clair, le fait de dimensionner le réseau d'eau potable et la défense incendie, enfin, on n'est pas contre. Mais c'est du coup cette augmentation qui nous paraît étrange en très peu de temps supplémentaire. On s'est dit, tiens, on a peut-être oublié quelque chose qui est obligatoire, à savoir les modes de transport doux, des choses comme ça. Mais mince, pourtant, on vous l'avait dit, quoi. Bon, voilà, c'est juste ça qu'on met un peu en perspective en disant, attention, si à chaque autorisation de programme, il y a une augmentation de 30%, ça va faire beaucoup à la fin, quoi. Voilà, c'est juste ça et on vous alerte sur ça. Merci. Merci à tous. Nous allons donc passer au vote pour cette autorisation de programme crédit de paiement pour les travaux de dimensionnement du réseau d'eau potable et de réfection de voirie de la route de Lavore. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Passons au point numéro 3. Donc, autorisation de programme, crédit de paiement, réhabilitation du bâtiment Polyespace. Et je vais laisser Marie-Claude Drabec présenter ce point.
Suite à la validation du programme technique détaillé et au lancement du jury de concours de maîtrise d'œuvre relatif à ce projet, la commune souhaite procéder à l'ouverture d'une autorisation de programme et crédit de paiement concernant le projet de réhabilitation du bâtiment Polyespace. Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement, article 23.11.3 du CGCT. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. Cette procédure formalise et visualise une dépense dont le paiement s'étendra sur plusieurs exercices sans en faire supporter l'intégralité à son budget, en risquant de devoir mobiliser ou prévoir la mobilisation d'emprunts par anticipation. Les autorisations de programme sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour financer les investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées en volume global, mais aussi au niveau des crédits de paiement, correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. Toute modification, révision, annulation, clôture doivent faire l'objet d'une délibération et le suivi des APCP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire, budget primitif, décision modificative, compte administratif. En début d'exercice budgétaire, les dépenses d'investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par le maire jusqu'au vote du budget, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par délibération d'ouverture de l'autorisation de programme. Au titre de l'exercice 2022, il est proposé d'ouvrir l'autorisation de programme ci-dessous selon les modalités suivantes. 2022, réhabilitation du bâtiment Polyespace. Alors, montant de l'autorisation de programme, 2 964 000 €. Crédit de paiement sur 2022, 150 000 €. Crédit de paiement sur 2023, 1,5 million. Crédit de paiement sur 2024, 1,2 million. Et crédit de paiement 2025, 114 000 €. Les dépenses seront imputées au chapitre 23, immobilisation en cours, opération 301, salle Polyespace. Cette opération sera financée notamment par des subventions d'équipement, Europe, État, région, département, CAF, du fonds de concours de la communauté de communes Tarnagout, du fonds de compensation pour la TVA, de l'autofinancement, voire de l'emprunt. À titre d'information, les différentes dépenses d'études, faisabilité, opportunité, structure, déjà réalisées dans le cadre de ce projet, s'élèvent au 31 décembre 2021 à un montant de 156 536,80. L'Assemblée est invitée à approuver l'ouverture d'une autorisation de programme et crédit de paiement, réhabilitation du bâtiment Polyespace, autoriser Monsieur le maire à engager, liquider, mandater les dépenses correspondantes à l'autorisation de programme et au crédit de paiement indiqué dans le tableau ci-dessus, mentionner que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Des questions? Oui, une remarque qui est un petit peu dans la continuité de l'échange qu'on vient d'avoir. Donc là, en commission d'appel d'offres, on a retenu des candidats qui vont travailler sur la réalisation du projet, donc sa définition notamment, et donc éventuellement son enveloppe. Voilà. La restitution des candidats et le choix d'un projet se fait au mois de mai. Voilà. Donc la première question, c'est pourquoi voter maintenant cette autorisation de programme sur son montant-là et ne pas attendre d'avoir une évaluation sur un projet défini que nous aurons choisi au mois de mai. Je vais laisser la réponse à Monsieur Berleroux. Oui. Bonsoir. L'idée de lancer cette APCP dès maintenant, ça nous permet aussi d'inscrire au budget qu'une partie des crédits, en tout cas dans la perspective de 2022. Effectivement, le jury de concours rendra son verdict, si je puis dire, au mois de mai. Néanmoins, la consultation est partie sur une enveloppe prévisionnelle déterminée dans le projet technique, programme technique détaillé qui a été adopté lors du conseil du mois de, je sais plus, c'était d'octobre. Donc l'objectif, c'est d'être dans cette enveloppe-là, bien évidemment. Nous savons très bien que sur l'année, pour évoquer le sujet précédent, là aussi, il résultera effectivement des marchés de travaux, l'enveloppe définitive du projet, mais quand on sera au marché de travaux, on sera déjà en 2024. L'idée, c'est vraiment
de l'inscrire dès maintenant, de sorte à ne prévoir dans les crédits budgétaires que ce que l'on sait que l'on financera sur l'année 2022, puisque le projet va s'étaler sur de nombreuses années. Donc il n'y a pas de difficulté à le faire maintenant. Effectivement, il est probable que l'enveloppe évolue, non pas en fonction de ce que nous proposeront les architectes, encore que selon les options qui pourraient être proposées, voire retenues, mais ça, on n'y est pas. Le projet évoluera, mais 22 ou 23, plus les marchés travaux, ça c'est aujourd'hui je ne suis pas devin. Donc l'idée c'était d'être cette PCP sur le programme qui vous a été présenté au mois d'octobre dernier pour le prévoir dans le budget 2022 sur l'année 2022. Ça pourrait être aussi fait en mai 2022. Sylvain Plugnan pour Saint-Sulpice Activité Citoyenne. Après, quand on regarde un petit peu la manière dont est tournée la phrase, on se rend compte qu'il y a, on ne sait pas combien on peut avoir de la communauté de communes Tarn-à-Goutte, de l'autofinancement, voire de l'emprunt. Tout ça apparaît un peu incertain et cette incertitude, elle nous est restée un peu en travers de la gorge au moment de voter le premier budget où il y a eu 30% d'augmentation des impôts. Donc, cette voie un petit peu incertaine, bon, voilà, vous connaissez notre position là-dessus. Pour nous, ce sera contre du fait de cette incertitude qui reste encore sur ce projet, quoi. Très bien. Juste Jean-Philippe Filigetti, pour la majorité, je pense que quand on a il y a deux façons de procéder. Il y a la façon dont vous préconisez, c'est d'attendre, je dirais, la maturité des projets et de voir, je dirais, les enveloppes et éventuellement de les voter. Mais vous savez... Pardon ? Oui, j'entends. Vous savez, c'est une question après de tactique. Et il y a le temps long, je dirais, de l'administration et du public. Si jamais on veut synchroniser, je dirais, cette façon de procéder avec je dirais les obligations du public, les réalisations mettent un temps, je dirais, plus important que les besoins, en tout cas de la commune de Saint-Sulpice, le nécessitent. Moi, j'entends ce que vous dites, le raisonnement ne me contrarie pas du tout. Au contraire, je l'entends, je le comprends. Je dis simplement que c'est une question de tactique. La tactique, là, c'est finalement de budgétiser, c'est de confirmer ce qu'on avait dit lors du conseil municipal d'octobre, je crois. Vous avez voté contre, ça c'était votre plein droit, et j'ai pas de souci. Et là, c'est simplement, je dirais, de continuer dans ce processus-là pour certainement être prêt de réaliser. Si le 24 mai, bien évidemment, il y a déjà un projet qui ressort, il y a un projet qui correspond aux critères qui ont été mis en place, et surtout l'enveloppe financière, je dirais, sera, entre guillemets, confirmée dans les limites d'un marché public. Voilà, c'est une question de tactique. Après, on est pour, on est contre, mais voilà, c'est vraiment une tactique par rapport, je dirais, au process public. Et je pense que vous savez pertinemment que lorsque nous faisons des demandes de subventions, que ce soit à l'État, à la région ou autre, nous savons ce que nous demandons. Nous ne savons pas forcément dès maintenant ce qui nous sera accordé. C'est pour cela qu'il a été envisagé toutes les formes de financement possibles pour ce projet qui est un gros projet au sein de notre commune et qui est attendu par nombre de nos concitoyens. Bien. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Donc, 4 voix contre pour Saint-Sulpice Activité Citoyenne. Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point numéro 4. Autorisation pour le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget annexe assainissement préalablement au vote du budget primitif 2022. Et je vais laisser la parole à Monsieur Filigetti. Merci. Le point 4, donc, c'est comme chaque année, c'est une autorisation pour le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget annexe d'assainissement préalablement au vote du budget primitif 2022 qui viendra prochainement dans un conseil municipal. Dans l'attente du vote du budget donc primitif 2022 de la commune, une autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la chaîne des règlements d'opérations budgétaires et comptables, comme vous le savez. L'article 16-12-1 du Code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité
territorial peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 25%. Donc, les crédits inscrits en reste à réaliser, RAR, ne rentrent pas dans le calcul du quart des crédits ouverts. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement voté sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme et d'engagement. Aucune autorisation de programme, crédit de paiement n'a été ouverte sur le budget annexe assainissement de la commune. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption. Pour rappel, le total des crédits alloués aux dépenses d'équipement en section d'investissement au budget primitif de 2021 était de 344 097,30 € répartis comme suit. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 101 537,11 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 120 000 €. Et le chapitre 23, sur des immobilisations en cours, 122 579. La limite supérieure que la commune pourra engager, liquider et mandater donc, dans l'attente du vote du budget primitif pour l'année 2022, sera donc de 25% de 344 039,30 €, soit l'équivalent d'une somme de 86 024,33 €. Il est proposé de recourir à cette faculté dans l'attente du vote du budget primitif 2022, étant entendu que l'autorisation précisera le montant de l'affectation des crédits selon le tableau présenté ci-dessous. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, donc 2031, frais d'études à hauteur de 45 000 €. Chapitre 21, toujours immobilisation corporelle, cette fois-ci 21 132, réseau d'assainissement, 26 024,33 €. Et en fait, des immobilisations en cours sur l'immobilisation en cours de 15 000 €, soit le total des 25% des 344 039,30 €. L'Assemblée donc est invitée à autoriser M. le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget annexe assainissement avec le vote du budget primitif 2022 dans la limite des 86 000 € correspondant au quart du montant fixé au budget primitif de l'année précédente, suivant la présentation qui en était faite ci-avant. Préciser que toutes les dépenses engagées seront inscrites au budget primitif 2022, bien évidemment aux opérations prévues. Mentionner que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois. Des questions sur cette procédure? Non, pas vraiment une question. Enfin, j'avais fait une formation sur le budget. Il y a certaines communes en fait qui votent le budget en 2021, par exemple, pour le budget 2022. Voilà. Donc c'est assez marrant de voir ces communes. En fait, c'est des communes extrêmement riches qui se moquent un petit peu des dotations de l'État et qui ont des capacités assez incroyables. Donc je pense aux communes du Pays Basque, par exemple. Voilà. C'est entendu. Merci pour cette information. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 5, avance de la subvention d'équilibre au budget annexe de services publics de transport urbain. Donc un peu la même chose que le point précédent, mais pour le transport urbain. Et donc je vais laisser la parole à Monsieur Benoît Albagnac. Merci. En mars 2022, la commune procédera au vote de son budget principal. Lors de ce vote sera également délibérée l'attribution de la subvention d'équilibre annuelle versée par le budget municipal de la commune vers le budget annexe de transport urbain. Par délibération du 30 mars 2021, la subvention d'équilibre versée au budget annexe du service public de transport urbain était d'un montant de 168 810 €. Afin de permettre la continuité d'exécution budgétaire et le paiement des factures dues avant le vote du budget, il est proposé de procéder au versement par voie de subvention d'une avance de la subvention d'équilibre du budget principal de la commune au budget annexe de service public de transport urbain d'un montant de 68 180 € hors taxe, soit 75 000 € TTC. Ce versement permettra notamment d'assurer le paiement des redevances auprès de l'SPL de transport d'un point à l'autre pour la période de décembre 2021 à mars 2022. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 6. Tableau des effectifs, création d'emplois permanents, catégorie A, filière administrative. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole au directeur général des services, Alaric Berlureau.
Merci Madame Marchand. Donc il s'agit de la création d'un poste de catégorie A sur le grade d'emploi des attachés territoriaux pour un poste de permanent de responsable de qualité de vie au travail sur le poste des attachés. Donc c'est un poste qui sera ouvert à compter du 1er février 2022. C'est un poste à temps complet et dont l'objectif est de mettre en œuvre de favoriser la qualité de vie au travail, mais aussi de coordonner les actions de prévention professionnelle et de formation au sein de la collectivité. Donc cet emploi sera occupé par un agent titulaire de la fonction publique, à défaut par un agent qui pourrait être contractuel. Donc les crédits seront prévus et inscrits au budget 2022 de la collectivité. Y a-t-il des questions? Oui, Sylvain Plugnan pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Est-ce qu'on peut un peu préciser les missions? Voilà, enfin c'est donc on comprend qualité de vie au travail, mais du coup, pas forcément la fiche de poste, détailler la fiche de poste, mais un petit peu les missions que cette personne va avoir. Donc il s'agit en fait d'un nouveau service qui a été ouvert au sein de la collectivité, le service qualité de vie au travail, qui prend en compte tous les aspects de prévention professionnelle, donc gestion des EPI, en ce moment essentiellement gestion de la crise Covid, qui accompagne aussi l'ensemble des équipes sur la sécurité au travail, notamment dans le cadre de la révision et la tenue à jour du document unique de la collectivité. Analyse des postes de travail, analyse de l'ergonomie des postes de travail, tout cela est pris en compte. Et bien sûr, sur les questions de qualité de vie au travail, c'est aussi proposer des actions permettant aux agents de se sentir mieux sur leur poste de travail, de se sentir mieux dans la collectivité, et notamment l'organisation de manifestations internes, forums sociaux, journées de bien-être, et aussi on a lancé un projet de co-construction des conditions de travail pour les agents de la collectivité, revoir la charte du télétravail. Donc voilà, j'ai cité un certain nombre de missions. Donc toutes ces missions ont commencé récemment. Bien sûr, il y a des actions très réalistes de court terme, des évolutions dans le matériel des agents, que ce soit sur des EPI, que ce soit sur des postes de travail. Mais c'est un travail qui va être mené à long terme, puisque tout ne se fait pas en une seule fois. Donc voilà, pas mal de choses qui sont déjà engagées. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'inscrire cette qualité de vie au travail dans l'ADN de la collectivité. Merci. Alors, juste un petit... Parce que là, dans ce que vous me dites des missions, pour moi, je vois plutôt un agent de prévention, c'est-à-dire qu'il y a le côté qualité de vie au travail, et également agent de prévention, HSCT, hygiène, sécurité, conditions du travail, quoi. Le service... Ce poste n'existait pas auparavant? Le service est constitué de 2 agents, donc on avait effectivement un assistant de prévention, et la responsable qualité de vie au travail est une personne qui sera conseillère de prévention. Donc il y a la partie assistance de prévention et la partie conseil de prévention. Donc c'est des missions complémentaires et un petit peu plus globales sur la collectivité. D'accord, merci. Dernière chose, excusez-moi. Et l'incidence sur la masse salariale et... C'est l'ouverture d'un nouveau poste sur la collectivité. D'accord. Le besoin s'en faisait vraiment sentir, en tout cas, parce que vous me dites s'il y avait un agent de prévention. Si vous voulez, je peux répondre. Oui. Voilà. Laurence Sénégas. Écoutez, ce matin, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur le ministre secrétaire d'État, Laurent Pietraszewski, en charge notamment de la santé au travail. Il est venu visiter notre centre technique municipal, justement pour voir ce qui est actuellement mis en place sur la collectivité, à savoir effectivement que nous avons une assistante prévention dont le contrat et la mission avaient été passés à temps complet en 2021 et qui est vraiment là pour accompagner au quotidien l'ensemble des agents, notamment sur la gestion de la crise sanitaire, sur le respect de la réglementation, mais également voir les bénéfices qui peuvent être apportés en termes de qualité de travail et l'entendre non pas de notre part élue, mais de la part des agents qui étaient présents sur site. Donc il y avait
une trentaine d'agents qui étaient présents et 4 agents autour de la table et qui ont expliqué la prise en compte, par exemple, d'un équipement spécifique en termes de protection qui soit plus léger parce que, ayant subi un accident de la vie, ils ne pouvaient pas bénéficier de l'équipement classique et standard, d'aménagement de postes de travail avec, par exemple, la mise en place d'étagères pour les personnes du CTM afin qu'il n'ait plus à se baisser pour ramasser et attraper du matériel, etc., etc. Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit en faveur des agents pour qu'il y ait une vraie qualité de vie au travail. Ce matin, nous avons appris que c'est assez innovant parce que Amélie de Montchalin, Madame la ministre, souhaite une généralisation de ce type de dispositif pour l'ensemble de la fonction publique. Voilà ce que je peux vous partager. Vous le découvrirez dans la presse si ce n'est déjà fait, cette visite. Et c'est vraiment un hasard des calendriers que cette visite ministérielle tombe ce jour. Vous le savez, quand une telle personnalité vient dans le département, les services de la préfecture viennent vers nous au tout dernier moment pour des raisons de sécurité et parfois d'agenda. Donc on comprend bien l'orientation. Pour autant, j'espère que c'est justifié par d'autres choses. Et j'imagine que si on rajoute un poste à temps complet de mission de conseil en prévention, c'est que les indicateurs en la matière auprès des agents municipaux le justifiaient. Les agents ont vraiment répondu en mettant en avant le bénéfice qu'ils avaient pour eux, ce que je souligne. En termes d'écoute, d'avoir une personne qui leur soit dédiée, qui ne soit pas un supérieur hiérarchique, qui n'ait pas, comment vous dire, un rôle de sanction ou de contrôle d'exécution de tâches. Là, on parle de posture, de sécurité, de bien-être. Donc, et franchement, moi, j'ai entendu ce matin des agents remercier la personne en valorisant son travail et son action dans l'intérêt que ça leur apportait, le bénéfice qu'ils avaient dans l'exécution de leur au quotidien des tâches qui leur incombent. Voilà. Ce type d'action, si vous permettez, est quand même largement répandu dans nombre de nos entreprises privées. Il apparaît primordial que la fonction publique, notamment territoriale, s'attache également au bien-être de ses agents au quotidien au sein de leur poste de travail. Et c'est dans ce sens que cet agent travaille. C'est aussi pour que les agents puissent échanger avec elle en toute confiance, ce qui est le cas à ce jour. Et cet agent est porteur quand même de nombre de missions de prévention auprès de l'ensemble des agents de la commune pour qu'ils puissent se sentir le mieux possible sur leur lieu de travail et qu'ils puissent avoir à leur disposition tout le matériel qui leur est nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. On comprend bien qu'il y avait un réel besoin. Je vous remercie. Nous allons donc passer au vote de ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 7, concernant le dispositif du service national universel SNU. Et pour le présenter, je vais laisser la parole à Madame Laurence Sénégas. Voilà, comme vous l'avez pu le lire dans la note de synthèse, aujourd'hui, la commune souhaite s'inscrire dans ce dispositif qui permet à des jeunes âgés de 15 à 17 ans de s'investir dans la société de l'engagement bâti autour de la cohésion nationale. Les objectifs sont connus pour faire vivre les valeurs républicaines, renforcer
la cohésion nationale, j'en parlais, développer une culture de l'engagement et accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Ce sont des missions d'intérêt général de 12 jours consécutifs ou de 24 heures dans une des 9 thématiques qui sont imposées dans le cadre de ce dispositif, à savoir défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, environnement et développement durable et citoyenneté. Pour nous, il nous semble important que la collectivité puisse accueillir au sein de ses services toute jeune personne de 15 à 17 ans qui souhaiterait s'inscrire dans le cadre du SNU, comme on dit, le service national universel, pour ce type de mission. L'Assemblée est donc invitée à approuver l'adhésion de la commune au dispositif du service national universel et d'accueillir au sein de sa structure des jeunes volontaires pour des missions d'intérêt général. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les contrats d'engagement et l'ensemble des documents s'y afférents. Mentionner que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Y a-t-il des questions? Oui, Sylvain Plugnan pour Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Donc en commission, j'avais posé la question de savoir s'il y avait une rémunération qui était affiliée à ce SNU. On m'a dit que non. Du coup, par contre, est-ce qu'il y a des choses prévues, comme par exemple des tickets restaurants, enfin en tout cas de quoi se restaurer, enfin la gratuité au niveau de la restauration, peut-être des avantages en termes de transport, enfin voilà quelque chose, parce que bon, s'ils font un travail au sein de la commune, bon, ils sont pas payés. Voilà. Après aussi au niveau protection sociale, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cotisations qui sont réglées par la commune si jamais la personne se blesse? Voilà. Enfin, comment en fait est prévu tout ce dispositif? Il y a une rémunération qui est prévue par l'État. On m'a pas dit ça. Voilà. Okay. Qui est aux alentours de 400 €. Eric, vous m'arrêtez si je me trompe. Voilà, donc c'est la rémunération légale qui est prévue par l'État pour ces jeunes en SNU. Alors, j'aimerais bien comprendre des fois à quoi servent les commissions si à chaque... la dernière commission a été extrêmement difficile pour moi parce qu'il n'y avait pas de réponse, c'était compliqué d'avoir des réponses. Et on m'a donné la réponse comme quoi non, c'est de l'engagement, c'est pas, il y a pas de, c'est pas payé. Donc bon, je suis un peu ok si on fait des commissions, c'est pour travailler dans ces commissions, pour avoir les bonnes réponses, pour pouvoir échanger. Et si à chaque fois les échanges se passent de cette façon-là, c'est très difficile de travailler comme ça, quoi. Les commissions servent également, Monsieur Plugnan, à aller rechercher les informations que vous sollicitez pour pouvoir vous apporter les réponses les plus claires possibles en conseil municipal. Alors justement, quand je pose la question de savoir s'ils sont rémunérés, on me dit que non, en fait c'est oui. Donc je ne sais pas où ont été obtenues ces informations, enfin c'est quand même dommage. Dont nous avions à disposition lors de la commission, il n'y avait aucune mention de rémunération, ce qui m'a amené à vous répondre qu'il n'y avait pas de rémunération. C'est bien pour ça que je n'ai pas trop compris pourquoi on ne rémunérait pas ces personnes. Enfin, c'est du bénévolat. Non, il n'y a pas de bénévolat. Enfin, si c'est une mission qui est faite à la commune, c'est tout à fait normal. Enfin, je trouve tout à fait logique qu'un service comme ça, ben voilà, la personne soit rémunérée, quoi. C'est pas des travaux d'intérêt généraux, des choses comme ça. Enfin, là, on parle de quelque chose qui, bon, 400 €, c'est pas grand-chose. Alors, enfin, 400 €, c'est par mois, c'est ça? C'est sur une période de 30 jours, c'est ça? Oui, non. D'accord, donc 400 € pour 12 jours, c'est ça? Ok. Donc, il y a des cotisations, comment ça se passe, ou c'est un salaire, quoi? C'est une indemnité? Oui. Ok, après, en termes, comment ça se passe pour ces personnes, en termes de... si par exemple, la personne a une blessure ou quelque chose, enfin voilà, un arrêt maladie, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une protection sociale qui est prévue? Comment ça se passe? Oui, pardon. Le dispositif est encadré par les textes de l'État et le conventionnement, c'est une mise à disposition de l'État vers les collectivités et l'État prend en charge évidemment toute couverture
en cas d'accident, comme vous le dites, ou d'arrêt, bien évidemment, c'est prévu. C'est pas... Ok, donc c'est l'État qui s'occupe de ça, c'est pas à la charge de la commune, voilà, c'est ça que... D'accord, ok. Donc l'accident de travail imputable au service de la commune est géré par l'État. Ok. Deuxième chose aussi, du coup j'avais demandé un petit peu les missions, est-ce qu'il y avait des missions qui avaient été identifiées, des personnes qui avaient été identifiées? On m'avait répondu que non, et je trouvais dommage d'adhérer sans savoir quelle mission pouvait être confiée. Et donc j'avais proposé de plutôt définir d'abord les missions avant d'adhérer, savoir est-ce qu'il y a du personnel de disponible, est-ce qu'il y a de l'encadrement de disponible au sein de la commune. Voilà, enfin c'était... et puis quel type de mission pouvaient faire ces personnes au sein de la commune. Alors, il y aura des missions qui pourront être étudiées, mais elles seront surtout étudiées avec le jeune qui viendra pour qu'elles soient en adéquation avec aussi sa volonté. Maintenant, en termes d'encadrement, nous avons déjà des agents qui ont été tuteurs dans le cadre de stages de jeunes et qui sont tout à fait en capacité d'accueillir ces nouveaux jeunes dans le cadre du SNU. Dans le terme des missions, ces jeunes seront sur des missions très spécifiques. Nous avons notamment, dans le cadre du sport, la commune a été labellisée, je pense que vous le savez, Terre de Jeux 2024, dans l'objectif des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ça peut être aussi une mission intéressante pour un jeune qui s'intéresserait au sport. Mais nous n'obligerons pas un jeune à remplir une mission qu'il ne souhaite pas. L'objectif, c'est de pouvoir aussi les amener sur des missions qui les intéressent et des compétences qui les intéressent. Donc ce sera étudié directement avec les jeunes qui seront volontaires pour un SNU au sein de notre commune. Alors j'avais cru comprendre qu'il y avait une plateforme où il y avait les différentes missions qui étaient disponibles. C'est comme ça que ça se passe ou... Parce que du coup, est-ce que le jeune viendra de lui-même demander à la mairie, toc toc toc, est-ce que vous avez adhéré à ce dispositif? C'est le principe. Le jeune, une fois que la mairie aura adhéré à ce dispositif, le jeune verra que la commune est adhérente et pourra se présenter du coup à la municipalité pour voir ce qu'il est possible de lui proposer. D'accord, vous ne définissez pas directement sur cette plateforme les types de missions. Et voilà, c'est si vous voulez attirer, voilà, c'est une proposition. Hein, il peut être proposé sur cette plateforme des types de missions. Maintenant, si le jeune vient et nous dit « moi, les missions que vous me présentez ne m'intéressent pas, je souhaiterais plutôt travailler dans tel domaine », il sera possible aussi d'échanger avec lui pour lui proposer quelque chose en adéquation avec ses volontés. D'accord. Je vous invite à aller sur le site du gouvernement, snu.gouv.fr. Et là, vous verrez tout le détail du parcours du service national universel qui s'articule en 3 étapes. Je l'ai devant les yeux. Un séjour de cohésion, une mission d'intérêt général et la dernière étape, la possibilité d'un engagement volontaire d'au moins 3 mois, le fameux service civique que l'on connaît déjà. C'est vraiment là, on est sur les 15-17 ans où on est dans les prémices de la possibilité du service. Je pense que l'indemnisation, parce qu'au vu de la somme qui est donnée, c'est vraiment pour le service civique. Je peux témoigner, un de mes enfants qui est en service civique, un de mes jeunes adultes, effectivement, cette somme, c'est la somme qu'il perçoit, mais au titre d'un engagement de longue durée, puisque là, on parle d'un engagement volontaire de 3 mois à 1 an maximum. Enfin, après, bon, c'est une ressource pour laquelle il ne faut pas en abuser. 400 € par mois, on ne peut pas vraiment vivre avec 400 € par mois. Voilà. C'est pour 12 jours. Non, je parle du service civique en général, quoi. Le service civique, c'est autre chose, effectivement. Je vous remercie. C'est une question de valeur, je dirais. Non. Nous allons passer au vote de ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le dernier point à l'ordre du jour, compte rendu des délégations du Conseil au maire. Y a-t-il des questions sur ces délégations? Oui, il y a pas mal de décisions d'ST en justice. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit sans forcément rentrer dans les détails?
Il y a notamment la première, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe contre Monsieur X. Alors ça ne nous donne pas, on ne sait pas si l'urbanisme... Alors, la première, effectivement, le litige contre Monsieur X relève d'un litige ressources humaines internes concernant un agent de la commune. Donc vous comprendrez bien que ce litige reste anonyme à l'heure actuelle. Oui, c'est juste qu'en fait, dans l'intitulé, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà, c'est un litige qui est en lien avec les ressources humaines. Et les autres, il y en a 2 autres, je crois. Litige lié au PLU. Ok. Donc je vous remercie. Il n'y a pas... Il n'y a pas de questions diverses. Donc je Madame vous rappelle... Marchand. Excusez-moi. Pardon. Madame Mazouz, oui. Oui, je vous remercie. Vous nous avez présenté vos vœux et on vous en remercie. Et on voulait aussi vous présenter les nôtres, si vous l'autorisez. Pardon. Référence à la situation. Nous, il nous semble intéressant aussi de faire référence à la préservation de la qualité. Et si vous le permettez, je vais être le relais du groupe national de sauvegarde des arbres voilà, qui a eu plusieurs échanges avec... Oh, excusez-moi, le micro ne fonctionne pas bien. Notamment concernant qu'ils avaient porté au sujet de l'élagage des arbres sur la route de Lavore. Donc une rencontre était prévue la semaine prochaine, mais la pratique de l'élagage a été réalisée et à l'opposé de ce qui avait été avancé dans le cadre des échanges préalables. Il y avait eu un engagement sur un élagage port libre, donc uniquement la suppression des bois morts, des branches malades, des gourmands sur la voie publique. Mais le constat est tout autre aujourd'hui. Si vous passez sur la route de Lavore, c'est un élagage qui correspond avec l'élagage du houppier pour un résultat qu'on dit en porte-manteau. Voilà. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait, il y a quand même un cadre réglementaire, ce type de pratique. Et je porte à votre connaissance l'article L350-3 en vigueur depuis le 10 août 2016, notamment l'article 172 qui est de porter atteinte à l'arbre, de compromettre sa conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf mesures exceptionnelles, notamment quand ça porte risque sur les déplacements des personnes sur la voie publique. Alors ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas vraiment. Parce qu'en fait, juste un petit point historique, si vous ne le savez pas, on a bordé les platanes au bord des routes pour 2 raisons. La première était de fixer la délimitation de la route pour éviter qu'elle soit dévoyée quand elles ont été créées. Et la deuxième était de mettre à l'ombre, si j'ose dire, les gens qui circulaient dessous. Et donc, cet élagage vraiment, je dirais, drastique qui a été réalisé. Il est néfaste pour les gens qui cheminent, ne serait-ce qu'en voiture. On le voit tous quand on passe de l'autoroute à une route départementale protégée par les arbres. C'est quand même plus simple. Et en température, il y a une vraie différence. Et ça protège aussi l'arbre, puisqu'il a été démontré que les arbres, quand ils sont coupés de cette manière-là, vont souffrir, engendrer des gourmands, qui va faciliter les maladies. Donc ce qu'on peut regretter en lien avec cette interpellation, c'est qu'effectivement, les échanges préalables qui ont été réalisés et la parole qui a été donnée n'ait pas forcément été respectée et que c'est abouti. On ne sait pas pour quelle raison, mais je pense que, dommage, M. Coupé n'est pas là, on aurait pu l'évoquer, à cet élagage-là, une semaine avant le rendez-vous qui avait été fixé avec cette association qui connaît quand même un petit peu son sujet. Voilà, donc ça on le déplore. Et juste pour rappeler que nos vœux, Saint-Sulpice Active et Citoyenne, c'est quand même la préservation de notre cadre de vie, de l'environnement, et ça relève de notre responsabilité à tous. Merci. Merci pour vos vœux. Donc, je vous rappelle la date du prochain conseil municipal qui se tiendra le mardi 22 février à 18h30. Je vous remercie de votre attention.
Je lève donc la séance, il est 19h42. Je vous remercie à tous de votre attention. Bonne soirée.